Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête parlementaire. Tout d'abord, vous décrire un peu l'intérêt d'une activité de lobbying, en fait, dans le cadre des procédures IEF ou IDE pour investissement direct étranger. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces procédures ne sont pas simplement des procédures juridiques, elles sont également des procédures institutionnelles. Et donc, on n'est pas simplement dans une logique de guichet, c'est-à-dire le dépôt d'une demande d'autorisation préalable, mais également dans une logique d'anticipation et de négociation avec les pouvoirs publics, qui est d'ailleurs logique, qui est d'ailleurs encouragée par les textes, et qui donc nécessite l'interaction avec de nombreux pouvoirs publics. Alors, il faut savoir que les opérations dites IEF ou même dans le cadre du CFIUS américain sont par définition des opérations sensibles et qu'elles font souvent l'objet de campagnes d'influence qui peuvent aller jusqu'à des campagnes de déstabilisation, de neutralisation, voire de prédation. Donc on est dans quelque chose qui est quand même assez complexe, qui rejoint des préoccupations d'intelligence économique, voire de guerre économique. Alors, quel va être le rôle du lobbyiste, du représentant d'intérêt, comme on dit maintenant dans la loi Sapin 2, dans ce cadre d'activité? Tout d'abord, il va avoir un rôle de représentation d'intérêt. Donc, ça, c'est bien sûr fait l'objet d'une obligation déclarative auprès de la HATVP. Mais de plus en plus, et c'est à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, il est aussi un peu un tiers de confiance, c'est-à-dire que sa connaissance des acteurs comme des règles, en fait, fait de lui quelqu'un avec qui on peut parler entre guillemets en off et avec lequel on va pouvoir organiser la négociation entre l'acquéreur, le vendeur et les pouvoirs publics. Rappelant une chose qui est quand même très intéressante, c'est que on est dans un cadre de liberté d'investissement qui suppose que l'acquéreur comme le vendeur peuvent normalement acheter librement et vendre librement, sauf que il y a un régime de dérogation, et du fait de ce régime de dérogation, l'État s'invite autour de la table, et cet État, il a des pouvoirs qui sont très importants, puisqu'il peut non seulement autoriser l'opération, mais il peut la refuser, il peut la modifier. S'il n'en est pas satisfait, il peut, procéder à son désinvestissement, voire à des sanctions financières si les engagements n'ont pas été respectés. Donc l'interaction avec les pouvoirs publics est quelque chose de très important. Alors, vous m'avez demandé de faire un peu un parallèle avec les États-Unis. Je crois qu'il faudrait quand même rappeler que les opérations transfrontalières aux États-Unis s'inscrivent dans un schéma, ce que j'appelle le marché du droit. Donc un marché du droit, notamment à Washington, qui est organisé sur trois grands axes: celui du droit de la concurrence, celui de l'anticorruption, FCPA et compliance, et celui de la sécurité nationale, le dispositif CFIUS étant un pilier à part entière de toutes les opérations transfrontalières. Aux États-Unis, il constitue un système d'intelligence économique tout à fait remarquable, puisque les acteurs participant à l'ensemble des opérations font remonter énormément d'informations auprès des pouvoirs publics américains sur la nature de l'opération, les enjeux et ce qu'ils considèrent vouloir acquérir, et donc les enjeux de sécurité nationale. Et donc on peut effectivement, sans être complotiste, parler de synergie de ces régulations pour les prises de contrôle étrangères et de certains intérêts géostratégiques. Tout cela, en fait, étant un écosystème qui travaille de concert aux intérêts bien compris de l'ensemble des participants. Pour cette présentation, je voudrais simplement avoir trois grandes idées en tête et vous présenter trois axes. Le premier, c'est celui de la question de l'attractivité, c'est-à-dire l'impact de ces régulations en fait sur les opérations de fusion-acquisition. Celui de la prévisibilité. Donc elle est très importante, cette question-là, pour les investisseurs étrangers, car elle traite de l'équité du processus d'examen. Et enfin, celui de la prédictibilité, qui, elle, est importante pour les États souverains, car elle traite de la crédibilité des dispositions de protection des États contre un ennemi potentiel. Et là encore, ce qui est première idée à avoir en tête, c'est que ces questions-là, l'arbitrage entre est-ce qu'on favorise la sécurité ou est-ce qu'on favorise la liberté d'investissement, ce sont des questions qui traversent tous les pays, tous les parlements, dans les discussions qui ont lieu sur les différentes régulations, et qui sont donc totalement légitimes. Et donc l'enjeu, en fait, c'est pas de les repousser l'une ou l'autre, c'est de les articuler, et c'est bien justement l'enjeu de ces régulations. Alors sur l'attractivité, quelques idées simples et rapides. Bon, on a à travers le monde des dispositifs globalement similaires. Bon, tout d'abord, il y a un principe de liberté d'investissement qui n'a jamais été démenti.
même au plus fort, par exemple, des attentats du 11 septembre aux États-Unis et de l'augmentation de la régulation sur la sécurité nationale. Une nouvelle réglementation est à venir pour les États-Unis, qui s'appelle le FIRMA, qui va être déposé demain et qui est en cours. Bon, le principe de liberté d'investissement des étrangers n'est absolument pas remis en cause, et en tout cas, c'est une chose, c'est certaine. Alors par contre, on a des régulations qui sont en fonction des systèmes de droit. Et là, c'est très intéressant par rapport à ce qu'a vient de dire le professeur Audy, c'est que, en fait, aux États-Unis, nous avons affaire à une nation, alors que l'Europe, elle, est un marché. Et donc, par définition, aux États-Unis, la notion de sécurité nationale pour une nation est très importante. Elle n'est pas définie dans les textes, et ce qui fait qu'elle traite du sujet de la prédictibilité, c'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur étranger ne sait jamais, a priori, s'il va porter atteinte du fait de son acquisition à la sécurité nationale américaine. En Europe, on est dans une logique un peu différente, puisqu'on est sur un marché. Vous me corrigez si je me trompe. Les traités renvoient aussi aux États nationaux le soin de défendre leur défense nationale, leur sécurité nationale. Et donc l'Europe va demander à chacun de ces États d'établir une liste des secteurs à protéger pour que l'investisseur étranger ne soit pas soumis à ce qu'on pourrait appeler le fait du prince ou à des tentations protectionnistes. Et donc on a deux logiques un peu différentes. Ça a une implication sur cette notion, ce qu'on appelle du CFIUS européen. Moi, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu bondir parce que le CFIUS européen ne peut pas exister puisque le CFIUS, par définition américain, il protège la sécurité nationale américaine. Le CFIUS européen ne peut pas protéger une sécurité nationale européenne qui n'existe pas. Mais ça, c'est un point de vue. Alors, par contre, ce qu'on constate, c'est l'existence de dérogations dès l'origine. Bon, vous en avez dans tous les dispositifs, c'est-à-dire que la règle, c'est la liberté d'investissement. La dérogation, c'est sauf si sécurité nationale. Depuis 10 ans, là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une multiplication des réglementations visant à accroître les pouvoirs de contrôle des États sur les investissements étrangers, sans remettre en cause le principe de liberté d'investissement. Mais depuis 10 ans, c'est certain. Donc on a eu 2005 la France avec le décret Villepin, complété en 2014 par le décret Montebourg. Mais vous avez la législation très importante du FINSA aux États-Unis en 2007. Vous avez une réglementation tout à fait récente en Allemagne en 2017. Vous avez des choses en cours ou même adoptées, je crois, en Angleterre et en Italie. Bon, bref, il y a un mouvement international de renforcement des dispositifs de contrôle. Les sujets qui sont évoqués en France n'ont donc rien de, de lubie française. C'est une tendance de fond internationale et elle est tout à fait cohérente avec ce qui se passe. Donc au final, pour parler de l'interactivité, je dirais que ces dispositifs n'ont nullement mis en cause la capacité des États à attirer des investisseurs étrangers. Je vous rappellerai juste qu'en 2017, on est sur la scène internationale à 938 milliards de dollars de fusion-acquisition dans la technologie et 625 dans les simples secteurs des médias et télécoms, donc qui est assez important. Et je me suis amusé pour vous montrer le niveau de protection du dispositif français par rapport au dispositif américain. Si on appliquait le dispositif américain à notre CAC 40, c'est plus des 3/4 du CAC 40 qui seraient visés. À l'heure actuelle, le décret Montebourg couvre peu ou prou les 2/3. Donc on a encore beaucoup de marge sur le niveau de protection qu'on peut assurer. Donc voilà pour l'attractivité. Un point sur la prévisibilité. Un élément clé qui est assez commun à tous ces dispositifs, c'est toujours le ministère de l'économie qui est la porte d'entrée des investisseurs étrangers. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée générale qui est de rassurer l'investisseur sur qui va traiter avec lui et qui va être son interface. Ça, je pense que c'est très important parce que comme on est dans une logique de sécurité nationale, si la porte d'entrée est un ministère trop sécuritaire, l'investisseur, là, pour le coup, serait un peu gêné. Et le fait d'avoir un interlocuteur qui lui est, acquis, favorable, est quelque chose de très important. Là où, par contre, on a des vrais enjeux, c'est sur la notion de prévisibilité et donc tous les dispositifs, et ça, professeur Audy en a parlé, sur en fait la lisibilité des textes applicables et notamment les questions de notification et d'enquête. Il est clair que à ce point de vue, la France peut vraiment améliorer son dispositif et le rendre plus lisible. Quelques tendances qui sont en cours. On assiste à un allongement partout dans le monde des durées d'instruction des autorisations préalables. Alors jusqu'alors,
on contournait un peu les textes pour pouvoir le faire. Exemple, en France, vous savez que vous avez un délai d'instruction de 2 mois, mais il ne court qu'à partir du moment où le dossier est complet. Autrement dit, si l'État veut allonger son délai d'instruction, votre dossier n'est jamais complet. Aux États-Unis, vous avez un système de notification volontaire, et dès que vous l'enclenchez, vous avez une procédure qui s'inscrit dans 90 jours, et ça c'est très très bien pour l'investisseur parce qu'il sait qu'il a un agenda de 90 jours. Néanmoins, il est de bon ton qu'avec le Treasury, vous preniez un accord pour que vous ne déposiez votre notification que le jour où tout le monde est d'accord. Donc il peut y avoir encore 2-3 mois avant de négociation. Donc, pour sortir de ça, en fait, ce à quoi on assiste, et ça a été le cas en Allemagne là récemment, ça va être le cas dans le cadre de la réforme du FIRMA aux États-Unis. On assiste à un allongement des procédures et la durée moyenne qui est aujourd'hui, tout compris, on va dire de 90 jours en moyenne, va être allongée à 150, 180 jours. Et qui sont d'ailleurs les délais, en fait, je ne dirais pas officieux, mais raisonnables d'instruction à travers le monde. Donc là, c'était une piste, effectivement, à laquelle vous pouvez réfléchir. Prévisibilité suppose aussi une logique de rassurance par rapport à l'investisseur, c'est-à-dire que lui permettre de savoir à quelle sauce il va être mangé est très important. La procédure de rescrit est très importante de ce point de vue-là. Elle existe en France. Alors en France, paradoxalement, elle participe d'une idée générale que c'est de la paperasserie, puisqu'en fait, pour 3 éoliennes, vous allez déposer une demande d'investissement préalable. Bon, bref, et il y a un peu ce sentiment-là par rapport à des opérations qui sont un peu en dessous des radars, qu'en fait, on rajoute de la paperasserie. Néanmoins, cette procédure est très utile parce qu'en fait, elle permet à l'investisseur de savoir à quelle sauce il va être mangé. Et je pense qu'effectivement, on peut aller dans ce sens-là. Le dispositif FIRMA qui va être étudié prochainement renforce également la procédure dite de light filing, c'est-à-dire de rescrit simplifié et d'examen rapide pour déblayer le terrain. Alors, la question des recours, ça c'est une question qui est très importante pour l'investisseur parce qu'ils ont quand même un peu le sentiment que les décisions qui sont prises en réalité sont vraiment du fait du prince, parce qu'il est très difficile en réalité d'aller contester une décision pour motif de sécurité nationale. C'est un enjeu alors qui a été évoqué aux États-Unis puisqu'il y a eu une opération qui avait été bloquée par le président Obama pour l'installation d'une ferme éolienne à côté d'une base militaire. Et les investisseurs chinois ayant trouvé que le traitement avait été un peu rude, avait quand même fait appel. Et la législation américaine prévoit que les décisions du président des États-Unis ne sont pas susceptibles d'appel, puisqu'elles relèvent de la sécurité nationale et qu'il est de toute façon le seul et l'unique personne en matière d'appréciation de celle-ci à pouvoir rendre une décision. Ça a été contesté devant les tribunaux américains. Alors je ne suis pas suffisamment au fait du droit constitutionnel américain, mais en tout cas ce qui est ressorti, c'est que le juge a débouté l'investisseur, mais lui a dit que grosso modo, quand même, le gouvernement américain aurait bien fait de donner un peu plus d'informations sur les raisons pour lesquelles il ne lui est pas permis de réaliser son investissement. Enfin, toutes ces opérations font l'objet d'un écosystème assez particulier, notamment en termes de règles de transparence. Les lois sur le lobbying aux États-Unis sont extrêmement strictes. Et donc, la négociation avec le Treasury, le département du ministère de l'économie, se fait principalement par les avocats. Toutes les autres actions qui conduisent à aller voir les congressmen ou les choses comme ça sont soumises de manière très très stricte aux règles sur le lobbying. Nous, on vient juste de passer la loi sur la HATVP. Si je devais caricaturer, je trouve qu'aux États-Unis, c'est très professionnel. En France, ces opérations sont parfois réalisées dans un entre-soi qui est assez, du point de vue de la transparence, pourrait être amélioré. Et je ne prêche pas contre ma paroisse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un changement d'attitude au sein de l'administration française et la création du commissariat à l'information stratégique et la sécurité économique a été de ce point de vue-là très important. Monsieur le Président, vous parliez du rapport avec Multicom 2. Il est certain que le fait d'avoir le CIS qui, de par sa fonction opérationnelle, participe de la position du gouvernement français sur les investissements étrangers, en tout cas, est devenu un sas de négociation avec les pouvoirs publics très utile, puisque le commissaire, que je crois vous auditionnez demain, avait prévu notamment d'être en zone secret défense. Donc quand vous allez le voir, vous savez que les informations échangées
vont être sous le sceau du secret. Et donc, en fait, c'est là que vous pouvez entamer cette partie très, très importante de ce type d'opération, que sont les négociations en amont. Et tout ça est fait tout à fait en transparence, mais entouré d'une certaine confidentialité. Et je pense que ça, c'est très important parce que n'oublions pas que l'idée, c'est quand même de rassurer l'investisseur sur la façon dont il va être traité. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième point qui concernait la prévisibilité du dispositif. Et enfin, sur le troisième, qui est très important aussi, c'est celui de la prédictibilité. Alors là, il y a vraiment un gros sujet et c'est très intéressant parce que les débats de votre commission avec ce qui s'est passé il y a 10 ans aux États-Unis sont très éclairants. Il y a 10 ans aux États-Unis, une opération avait été autorisée par le CFIUS, c'est celle de Dubai Port, et le Congrès s'était ému de la façon dont le CFIUS avait donné son autorisation à la réalisation de cette acquisition. Et à l'époque, le CFIUS avait répondu que le pouvoir législatif américain n'avait aucun droit de regard sur ce qui se passait. Mal leur en a pris, puisque à la fois le Congrès des États-Unis et la Cour des comptes locale, c'est-à-dire le GAO, se sont très sérieusement occupés du dispositif CFIUS et ont profondément modifié la législation avec deux grandes idées qu'il faut retenir. La première, c'est que le CFIUS est désormais tenu de communiquer un état statistique de ces opérations, c'est-à-dire que les représentants du peuple américain considèrent tout à fait normal que, s'agissant de la sécurité nationale des États-Unis, le peuple soit informé de ce qui se passe dans les couloirs du CFIUS. Alors, ils ont aussi amélioré le processus interministériel, mais ça, on pourrait y revenir. Et enfin, ils ont instauré un dispositif qui est un dispositif de, comment on pourrait dire, pas un Chinese Wall, mais une sorte de sas où certains parlementaires sont tenus informés des procédures en cours, dans le cadre, bien sûr, d'un accord de confidentialité. Enfin, ils sont tenus au secret. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une procédure qui était extrêmement sécurité nationale et réservée à quelques-uns, en fait, est désormais soumise à des contrôles internes et des contrôles externes. Donc ça, c'est une deuxième chose. Alors, la prédictibilité, bien évidemment, c'est avoir des informations sur les opérations qui sont rejetées. Le fait que la France ait une position de ne pas communiquer là-dessus, je pense que ce n'est pas dans son intérêt, parce que l'idée, c'est est-ce que je sais, oui ou non, si il y a un risque. Si un investisseur hostile se dit mais il n'y a aucun risque, eh ben, il pourra mener toute prédation qui lui semblera bon. Et donc, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a des opérations qui sont bloquées et refusées. Ça fait partie de la force de dissuasion. Autre question sur la prédictibilité, là on va rejoindre une question qui est récurrente dans la commission, c'est en fait qu'est-ce qu'un secteur stratégique? Alors l'État n'est pas très au clair sur sa propre définition des secteurs stratégiques, puisque comme l'a rappelé le professeur, vous avez les 16 secteurs qui sont prévus dans le décret IEF. Mais ce qui est amusant, c'est si vous cherchez un peu dans les autres législations. Alors pour votre information, j'en ai trouvé plusieurs qui sont très intéressantes. Vous avez ce sont des intitulés juridiques. Vous avez la défense des intérêts nationaux français, vous avez les intérêts fondamentaux de la nation, les secteurs économiques porteurs d'intérêts stratégiques, plus à ça, vous rajoutez les pôles de compétitivité, les filières stratégiques. Vous avez une liste de technologies clés du ministère de l'Industrie, sans parler de l'approche capitalistique qui est menée par l'État via la PE et la BPI. Et donc, je pense que le législateur aurait tout intérêt un peu à mettre son nez là-dedans et à redéfinir ce qu'est un secteur stratégique. Et enfin, on a parlé du contrôle, donc effectivement, renforcement des législations internationales vers plus de contrôle des parlements sur ces dispositifs. Voilà, je vais m'arrêter parce que je pense que j'aurai un tout petit peu dépassé mon temps. Mais si on devait conclure, ce sont des dispositifs qui ne sont pas fatals à l'attractivité en matière d'investissement étranger. Plus on renforce la prévisibilité des investisseurs qui sont dans de bonnes dispositions, plus ils seront contents de travailler avec des nations comme la France, et plus la prédictibilité renforcera notre crédibilité, moins on aura de prises de contrôle qui sont hostiles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.